Les films d'autrefois étaient fastueux parce qu'ils étaient tournés essentiellement en studio et ils étaient faits à l'intérieur de grandes compagnies. Et c'est vrai que quand on s'est lancé dans l'idée du Pacte des loups, j'ai essayé de trouver un compromis entre les méthodes de tournage modernes et ce qui représente pour moi le glamour de l'époque des grands studios. Et pour tenir ce pari, d'une part, j'ai fait très attention à tout ce qui était la création des costumes, des décors, le look général du film, les détails surtout, parce que c'est au détail qu'on repère le faste de ces grands films, plutôt qu'au, je dirais, au plan d'ensemble. Et d'autre part, j'ai essayé de me dire, est-ce qu'on peut tourner le film en extérieur, lui donner une patine de film en studio, avec en même temps une technologie très moderne, parfois numérique, utilisée à bon escient. Je pense que le film fait référence à une tradition qui est la tradition du feuilleton, c'est-à-dire du feuilleton littéraire, qui est une tradition par laquelle plein de gens sont passés, plein d'auteurs importants, à commencer par Eugène Sue, qui est un peu la figure tutélaire du feuilleton à la française. Mais même des gens, pour moi, je trouve des influences du feuilleton chez Victor Hugo, par exemple. Je pense qu'il y a quelque chose de très populaire dans l'idée du feuilleton et de très généreux. Le feuilleton, ça doit être une sorte de précipité de tout. C'est-à-dire, il y a de tout. Du mélo, de l'action, du frisson, beaucoup de personnages, des tas de décors, tout va très vite, etc. etc. C'était des choses qui devaient tenir en haleine le public. Et je pense qu'on a eu une tradition du feuilleton, entre guillemets, cinématographique, avec des films, pour moi, comme la série des Angéliques, par exemple, où il y a un peu de tout. C'est-à-dire que, de prime abord, c'est des films historiques, mais si on les regarde de plus près, c'est des films d'horreur, des films érotiques, des films de pirates, tout à la fois. Ce qui m'a fasciné dans le script du Pacte des loups, la première fois que je l'ai lu, c'est le personnage de l'Indien, qui est finalement interprété par Marc Dacascos dans le film. C'était un personnage qui n'était pas très développé dans le premier script, mais qui était pour moi l'entrée, c'est-à-dire la prise à l'intérieur de laquelle je pouvais me brancher directement dans l'intérieur du film. C'est-à-dire que, pour moi, faire un KPDP, c'est quelque chose, mais ça ne peut pas aller sans tout le bagage que je transporte en tant que cinéphile. Le problème, c'est comment arriver à faire un KPDP en emmenant d'autres mythologies à l'intérieur. C'est vrai qu'à travers le personnage de l'Indien, j'avais la possibilité de faire dialoguer le KPDP français, qui est un peu le western, notre western à nous, et le western américain classique. C'est-à-dire que brusquement, j'avais un personnage d'une autre mythologie qui venait s'inscrire dans une mythologie qui nous est propre, une mythologie purement européenne. C'est vrai que sur Crying Freeman, le film n'avait qu'un budget de 35 millions, ce qui est un budget confortable pour un premier film français, je dirais, mais pas du tout pour un film d'action tourné sur le territoire nord-américain. Donc c'est vrai j'avais pas la possibilité d'embaucher qui que ce soit. J'avais un coordinateur des cascades, mais en fait les combats sur Crying Freeman ont été réglés sur le papier, en storyboard en fait. Donc j'avais réglé les combats directement en les dessinant. Et sur le plateau, j'avais demandé des choses spécifiques à Marc en fonction des cadres, et en fonction de ce que j'avais repéré au niveau des décors. Et puis, sur le Pacte des loups, évidemment, les choses ont changé. Là, j'avais la possibilité de faire appel à quelqu'un, et j'ai donc pas hésité. J'ai demandé à Philippe Kwok, qui est surtout connu pour son travail avec John Woo sur À toute épreuve, et avec Ronnie Hu sur Django, de régler les combats du film. Ensemble, on a travaillé sur une idée qui est très très rétro, qui est que les combats devaient signifier quelque chose au niveau des personnages et devaient signifier quelque chose au niveau de leur engagement moral à l'intérieur du récit. Le personnage, par exemple, de Fronsac est un personnage joué par Samuel Le Bihan, agit à un moment donné d'une manière très brutale, et donne une idée de ce que peut être l'engagement, l'implication de quelqu'un à travers la violence. D'ailleurs, c'est amusant, il existait dans le film un combat qui a été coupé parce que je trouvais qu'il ne représentait pas assez bien le personnage au moment où il tombait. Et c'est assez intéressant parce que souvent dans des films, on coupe par exemple une phrase de dialogue parce qu'on s'aperçoit qu'elle n'est pas
caractéristiques du personnage au moment où elle arrive, etc. Et ben là, on a coupé une scène de combat parce qu'on pensait qu'elle ne soutenait pas assez l'évolution psychologique du personnage. C'est pour montrer un peu que, pour nous, les combats ont une signification directe sur les figures à l'intérieur du film. C'est pas pour nous des morceaux de bravoure, simplement. C'est autre chose. On essaye de raconter, de continuer à raconter l'histoire à travers les combats, voire même de faire rentrer le récit dans une phase d'accélération à travers les combats. Et c'est vrai que Philippe Coq, parce qu'il a cette tradition du film de Sable Mandarin, c'est exactement ce que cela signifie. Un combat signifie quelque chose dramaturgiquement parlant. Il est évident que Le Pacte des loups, par exemple, est un film qui va avoir une existence en salle, et ensuite, je pense que les gens vont découvrir, je dirais pas un autre film en DVD, mais en tout cas un film enrichi de beaucoup d'annotations, de voire de scènes supplémentaires, qui fait que, à mon avis, d'une part, ça peut relancer l'intérêt sur le film, et j'espère que les gens en auront déjà en regardant le film dans une salle, mais je pense que ça va leur permettre de découvrir toute une facette du film. Je pense aussi que, bon, Le Pacte des loups est un prototype à l'intérieur de la production française, dans la mesure où ça fait beaucoup d'années qu'on n'avait pas vu un film qui joue aussi sciemment, et d'une part la carte du grand spectacle, et d'autre part les technologies liées au grand spectacle. Alors ça, c'est un petit mocassin du 17e. Je ne vais pas faire de publicité. Ouais, mais ça, ils sont Et vachement mieux. ils vont me livrer les avirons, mais bien plus tard. Là, j'ai eu Ils sont ça. vachement mieux, regarde. Regardez ça, par exemple. Ça, tous les deux, c'est des choses qu'on a trouvées chez Decathlon. Et là, à ce moment-là, tu glisses comme ça et tu apparais dans le miroir. Ça va être beau parce que c'est ton regard, on va voir apparaître directement dans le miroir. D'accord. Regarde, Mr. Daddy's Boy. Tac, ça rentre dans le champ, bam, il tire. Il se tourne comme ça, quand on voit les deux armes de profil, boum. Dès le départ, j'ai demandé à quelqu'un, qui est un jeune cinéaste de court-métrage, très bon, de suivre tout le tournage du film. C'est-à-dire qu'il a eu ma permission pour filmer tout. Y compris des choses qui sont pas forcément formidables pour nous. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas fait dans un sens de promotion, il l'a fait dans un sens de réalisme par rapport à ce qu'est une production de cette taille. Et c'est vrai qu'il a filmé des fois des choses qui sont presque, pas sinistres, mais très triviales par rapport à l'image qu'on peut avoir de la légende du cinéma. Mais je pense que tout ça est intéressant dans la mesure où je pense que le cinéma doit garder sur grand écran son caractère sacré, et en même temps, je pense qu'il est bien pour tous les gens qui ont envie de faire du cinéma de découvrir que le cinéma, c'est avant tout un artisanat assez sauvage, où les relations humaines prennent une ampleur et une rapidité accrue par rapport à la vie réelle. Et c'est vrai que c'était intéressant d'avoir quelqu'un, en tout cas, qui filme ça. C'est Pascal. Alors moi, je joue le personnage de Grégoire de Fronsac, qui est un chevalier. C'est un naturaliste qui revient des Amériques. Lui, ce qu'il veut, c'est partir en Afrique pour mener une expédition sur voilà, une découverte africaine. Et finalement, le roi lui demande d'aller en Gévaudan pour enquêter sur des meurtres en série et qui pourrait éventuellement venir d'un loup. Enfin, tout ça n'est pas très clair. Et il va mener une petite enquête très personnelle et en même temps, il va se perdre dans tout ça parce qu'il va tomber amoureux, parce que c'est quelque chose qui le dépasse et finalement, c'est une ambiance très bizarre. Dans ce village, les nobles ont une attitude très, très fermée, comme ça devait sûrement être à l'époque, c'est-à-dire une façon de regarder l'étranger avec méfiance. D'autant que Fronsac n'est pas seul, puisqu'il y a une histoire d'amitié très forte avec un Indien qui s'appelle Mani, qui revient des Amériques avec lui et qui est le dernier survivant de sa tribu. Voilà, je trouve ça un personnage tellement riche parce que à la fois c'est pas un intellectuel mais un chercheur, un scientifique, quelqu'un qui se pose des questions, qui réfléchit, qui essaye de comprendre, et aussi quelqu'un qui agit, qui a appris à se battre par les techniques indiennes, c'est-à-dire qu'il a enseigné une façon de se battre très particulière et pas du tout conventionnelle, et ce qui donne du piment à tout ça, ce qui donne, je sais pas, c'est un personnage qui donne envie d'être curieux, qui donne envie de voir, qui donne envie de prendre des risques aussi avec soi pour aller un petit peu plus loin dans la vie, la compréhension du monde. Je commence à écouter de la musique sur Rosetta.
J'ai remarqué que ça influençait mes réactions plus tard pour tourner. Donc j'ai adapté en fonction de ce que j'allais tourner. Je sais que si c'est de la musique calme, ce serait plutôt quelque chose de très simple. Si c'est plutôt, par exemple, la Mano Negra, c'est quelque chose qui demande beaucoup de rythme. Donc ça fait vraiment jaillir beaucoup d'émotions. Et ça, c'est quand même... Au moins qu'il est attrapé comme une peste. Quand on tourne, il y a les machinaux, les machins, et silence, on tourne et on répète. Et tu crois qu'on va faire comme ça, machin. Puis tu dis, merde, je suis en train de faire un truc au 18e. Et puis là... Et c'est bien d'avoir de la musique, ne fût-ce qu'un instant dans les oreilles. Vraiment, ça plonge dans un univers. C'est la passerelle, c'est entre les deux. Ça permet de s'oublier. Moi, j'aime tellement la musique que ça va tellement au fond de moi que je m'oublie. J'avais toujours rêvé de faire un gros film et en fait on m'avait surtout proposé depuis que je fais du cinéma, on me propose beaucoup de films intimistes avec des rôles très durs, très dramatiques, très caractériels, très intérieurs. Et là d'un coup c'est une spontanéité, c'est un naturel en même temps que je garde mais avec une légèreté qu'on me laissait pas trouver dans les autres films. T'arrives au départ d'arriver à un petit film intimiste où t'as 50 techniciens et puis t'arrives sur un budget 10 fois supérieur avec 250 techniciens, c'est tout à fait différent, t'as une position différente, c'est sûr que tu dois arriver sur le plateau, il faut que tu connaisses tout tip top quoi. Mais je crois que t'apprends que ce soit sur un gros film, que ce soit sur un petit film, t'apprends toujours. Mais ce que je trouve vraiment bien dans le film, c'est qu'il y a un gros pari aussi, je crois, pour les producteurs comme pour Christophe, c'est le fait de nous prendre moi, Émilie, qui sommes des comédiens de films d'auteur, de petits budgets, de petits films intimistes, et de nous lancer dans une grosse aventure comme celle-là. Ce qui est pour nous super plaisant et qui est en même temps un gros pari pour Christophe, parce que c'est beaucoup plus facile de prendre quiconque qui est vraiment un nom qui est déjà casé dans ce genre de film, que d'arriver, de débarquer avec un petit gamin comme moi ou comme Émilie et de le mettre là-dedans. Ma méthode de travail change par exemple à la caméra. Sur un film d'auteur, tu ne dois pas voir la caméra. Tu vis la scène comme s'il n'y avait pas 40 personnes autour de toi. Tandis que là, tu peux jouer, tu peux anticiper le truc, tu peux, allez, hop, on va mettre la sauce, on va aller tuer la bête. Il faut que ça claque, quoi. Le pacte évite le piège en costume, d'abord parce qu'il y a une idée de réalisation très forte, c'est-à-dire à chaque plan. Tu prends n'importe quelle scène du scénario, on pourrait dire, tiens, on va faire ça classique, alors on est en chant contre chant, avec amorce, le chapeau, pas de chapeau, etc. T'as un truc d'une platitude totale où on dira, tiens, c'est joli, les costumes, les décors, il se passe rien. Là, il y a une idée de mise en scène. Un exemple, c'est, j'arrive, moi, le premier jour avec le Samuel qui fait Fronsac. On est entièrement sur Fronsac. D'un seul coup, j'arrive au-dessus de son épaule comme s'il m'avait pas entendu venir. On se parle, c'est-à-dire c'est comme si c'était une voix intérieure qu'il entendait. Et d'un seul coup, il se retourne et moi je suis pas là, j'ai disparu du plan. C'est comme si on sait pas vraiment si c'est pour de vrai et si c'est dans sa tête. Unité, ça veut dire que la caméra raconte quelque chose, emmène dans une émotion, amène dans une étrangeté, emmène dans du bizarre et pas. Alors si on sait pas, ça amène dans du pittoresque. Alors le château, on va le déformer, on peut le pendre au bout d'une grue, on fait un coup de steadicam, ça pourrait être... Là, c'est quand on sait pas quoi faire. Quand il y a une idée de mise en scène à chaque plan. Nous, on fait partie, on est les touches d'un tableau, on est les touches comme dans la ronde de nuit, Rembrandt, d'un seul coup, on est le gars un peu au fond qui a un petit pet sur le chapeau, on est un truc comme ça. Bon, on est emmené, puis après, ça fait une œuvre, c'est la ronde de nuit, là, c'est le pacte des loups.